Vous êtes à l'heure, on va donc commencer. Il n'y a pas de raison qu'on se pénalise. Messieurs les présidents, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, merci d'être présents pour cette table ronde consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux du numérique à l'horizon 2030. Les mots ont changé au fil du temps. On parlait autrefois de cybercité, puis de ville numérique, de ville Internet. Aujourd'hui, on parle de smart city ou de ville intelligente. Je fais comme Bayrou, je me gourre dans les feuilles. Je terminerai autrement. Mais ici, les objectifs sont restés constants. Faire du numérique un levier d'attractivité, d'efficacité et de progrès pour tous. La science est le progrès de la connaissance et la politique est le progrès de la société. Cette phrase de Georges Clemenceau, une de mes deux idoles avec Churchill, résume bien l'esprit qui guide notre action depuis plus de 20 ans. Pour être utile, le numérique doit s'inscrire dans une vision de société. Puis alors je parle sous le contrôle des deux cariatides. C'est ce que c'est des cariatides, oui. Donc, il doit éclairer l'action publique, renforcer la cohésion, améliorer la vie quotidienne. Notre ville s'est engagée dans une transition numérique structurée, cohérente, continue. Cette stratégie a porté ses fruits. Notre population a augmenté d'un tiers. Notre tissu économique s'est renforcé. Notre population est aujourd'hui plus jeune, plus connectée, plus diplômée que la moyenne nationale. Issy-Moulineaux est une ville résolument tournée vers l'avenir. À Issy, le numérique a toujours été pensé comme un levier, jamais comme une finalité. C'est un outil au service d'un projet local de société. Nous avons modernisé nos services publics dès le début des années 2000 en pariant sur l'infogérance pour sécuriser et faire évoluer notre système d'information. Notre portail citoyen, nos démarches administratives en ligne, nos dispositifs d'IA génératifs comme ici GPT, notre expérimentation du vote électronique. Qu'est-ce qu'on a entendu là encore? Le gouvernement, c'est toujours pas officiellement approuvé. On a des dérogations. Alors qu'en dans la zone amazonienne, on vote avec vote électronique. Notre expérimentation donc du vote électronique, nos équipements connectés dans les écoles sont autant d'exemples concrets de notre approche centrée sur l'usager. Cette dynamique ne se limite pas à la modernisation des services. Nous avons aussi toujours voulu anticiper les nouveaux usages. Ville pilote pour la fibre optique, puis pour la 5G. Nous avons testé l'Internet par la lumière, le LiFi, dès 2014 au musée. Nos enfants utilisent des tableaux numériques depuis plus d'une décennie. Nos seniors apprennent à naviguer sur Internet dans les espaces publics numériques. Chaque génération est incluse dans cette transformation. En 2030, la ville intelligente devra être encore plus humaine, plus sobre, plus connectée au réel. Ce sera une ville où les citoyens accéderont à des services personnalisés, en mobilité, où les données serviront à répondre à des besoins concrets, du stationnement à la santé, en passant par la transition énergétique. Prenons l'exemple d'ICIGrid, le premier réseau énergétique intelligent français. Grâce à ce projet, nous avons appris à produire, stocker, consommer l'énergie localement à partir de sources renouvelables. Aujourd'hui, nos écoquartiers du Fort d'Issy, du cœur de ville, sont alimentés par la géothermie qui chauffe l'hiver et rafraîchit l'été, une innovation devenue réalité pour des milliers de familles icéennes. Autre exemple, la mobilité intelligente, avec les capteurs de voirie, les parkings partagés, les données en open data, les services multimodiaux. On peut imaginer une ville avec moins d'embouteillages, moins de pollution et des solutions concrètes pour améliorer la qualité de l'air et sécuriser les déplacements.
À l'horizon 2030, l'intelligence artificielle devrait transformer en profondeur la vie urbaine, rendant la ville plus fluide et plus durable. Les services publics seront plus personnalisés et proactifs. Les transports s'adapteront en temps réel. La gestion énergétique optimisera la consommation et la production locale. Et la participation citoyenne sera renforcée grâce à des outils d'analyse et de simulation. Loin d'une vision technocratique, l'IA sera un levier discret mais puissant pour bâtir une ville plus humaine et plus résiliente. Car la Smart City, ce n'est pas une utopie technologique, c'est une réponse pragmatique à des défis très concrets. C'est un espace de coopération entre collectivités, entreprises, chercheurs, citoyens. Sans cette alliance publique-privée, EasyGrid et nos expérimentations de mobilité n'auraient jamais vu le jour. En 2021, nous avons lancé un budget climat calculé non pas en euros, mais en équivalent CO2. Pour piloter une telle démarche, il faut des données fiables, en temps réel. Grâce aux plateformes d'open data, nous pourrons aller plus loin, mesurer précisément l'impact de nos politiques, quartier par quartier, bâtiment par bâtiment. Et je veux vous dire ce matin ma conviction, la transition numérique est aussi le socle de la transition écologique. C'est à travers la Smart City que nous relèverons les défis climatiques à l'échelle locale. Enfin, une ville intelligente n'est rien si elle oublie l'humain. Ici, nous accompagnons nos habitants, seniors, personnes éloignées du numérique, jeunes en insertion, pour qu'ils s'approprient les outils et deviennent acteurs de la ville. En 2030, je crois en une ville connectée, mais pas déshumanisée, une ville performante, mais pas fermée, une ville inclusive où chacun peut trouver sa place dans un monde en transformation. Et je crois que ce sont nos entreprises, présentes ici aujourd'hui, qui sont les moteurs de cette dynamique. En innovant, en investissant, en expérimentant, elles dessinent dès aujourd'hui les contours de la ville de demain. Merci de m'avoir suivi. Monsieur Alain. Il est où, Alain ? Voilà, monsieur le maire, merci. La suite. Alors, pour explorer ces transformations à l'horizon de 2030, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnalités de premier plan, dont les entreprises sont toutes 3 évidemment implantées ici, à Issy-les-Moulineaux. Très fidèle à la ville. D'abord, Alexandre Zapolski, qui est président et cofondateur de l'Inagora, qui est une entreprise installée depuis 2 ans et demi seulement, lui, mais c'est un ardent défenseur de la souveraineté numérique et des logiciels libres. Il s'implique également activement dans les débats sur l'intelligence artificielle éthique, inclusive et transparente, il nous en parlera, et notamment de la manière dont l'IA et l'open source transformeront les organisations et les compétences à l'horizon 2030. Et j'ai été, à son invitation, et le CNRS, dans son entreprise, parce qu'il a passé 7 contrats avec le CNRS. Voilà. Il y a des gens qui disent on attend ceci. Lui, il signe. On va parler du deuxième. Oui, à la gauche, André Santini, justement, Éric Carrel, qui est fondateur et président de Withings, qui a été créé à Issy-les-Moulineaux il y a plus de 15 ans maintenant, qui est une figure évidemment de l'innovation française dans le domaine de la santé connectée. Ingénieur, entrepreneur, il a contribué à faire émerger une nouvelle approche de la prévention de santé et du bien-être en mêlant technologie de pointe et exigences éthiques. Et à ses côtés, Roland Husson, qui est directeur général de France Média Monde, dont le siège se trouve également à Issy-les-Moulineaux depuis plus de 20 ans maintenant aussi. Très fidèle. Qui apportera un éclairage essentiel sur l'évolution du secteur de l'information dans un monde confronté à la désinformation, à l'IA générative et aux nouveaux usages numériques. Donc 3 regards complémentaires dans 3 secteurs phares pour notre ville, évidemment. Et on va commencer par Alexandre Zapolski, notamment d'abord pour qu'il nous présente l'Inagora un peu plus dans les détails, et pour qu'il nous dise comment il prépare sa société à l'innovation d'ici 2030. Oui, très bien. Bon, il a tout de suite trouvé le micro. Moi, j'ai été à bonne école. D'abord, monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accueil. Et merci d'avoir initié ce fantastique festival de l'innovation Viva Ici, parce que c'est grâce à votre
initiative, votre leadership, comme on dit en bon français, qu'on se retrouve tous ce matin à nouveau autour de ces sujets-là. Et je crois qu'en fait, ils sont essentiels, ces sujets. De savoir, dans le fond, si on doit subir l'innovation ou si on peut en tirer parti. Dans le fond, est-ce qu'on a un destin collectif vers quelque chose de plus anxiogène, de plus terrible, ou au contraire, est-ce que l'innovation, le numérique, va être en fait un facteur d'émancipation? Et il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, notamment avec l'émergence le développement de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'angoisses, il y a beaucoup de questions. Et je crois que ici, à Issy-les-Moulineaux, on invente avec l'Inagora, mais aussi avec WeThings, avec un certain nombre d'entreprises, avec le soutien de la ville, on invente un numérique alternatif, et je vais vous en parler un petit peu. Donc moi, je suis le fondateur et le président de l'Inagora. Nous sommes une entreprise ICN, effectivement, que depuis 2 ans et demi, mais l'entreprise elle-même existe depuis 25 ans. On est très content d'être à Issy-les-Moulineaux. C'est le meilleur des territoires du Grand Paris pour une entreprise. Je tenais à vous le dire, monsieur le maire. Et donc, on est implanté sur l'île Saint-Germain. On a fait le choix, d'ailleurs, avec le soutien de la ville, d'acheter une des grandes villas d'architectes de l'île Saint-Germain et d'installer notre siège à l'intérieur de cette villa pour réinventer la façon de travailler au quotidien dans une entreprise du numérique. Vous savez, les entreprises, elles essaient d'adopter de plus en plus les codes des habitations, et elles mettent de la maison à l'intérieur de l'entreprise. Nous, on a mis une entreprise à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'une villa. Alors, le métier de l'Inagora, il est assez simple. C'est, depuis un quart de siècle, d'inventer un numérique alternatif au numérique américain, le numérique ultra-commercial américain, dans lequel il n'y a pas d'utilisateurs, il n'y a que des clients, et un numérique plus... moins démocratique, plus impérialiste qu'est le numérique chinois. Et je pourrais vous donner des exemples de ce que j'avance. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, il n'a jamais été aussi important, d'après nous, justement, de développer cette troisième voie numérique, cette alternative au numérique américain et chinois. C'est ce qu'on appelle, nous, la troisième voie numérique. Et on est convaincu que la France, l'Europe, mais pas seulement d'ailleurs la France et l'Europe, un certain nombre d'autres grands pays ont intérêt à inventer un numérique qui soit au service de l'homme, au service des citoyens, un numérique éthique, responsable, durable. Et on met tous nos efforts, toute notre intelligence, toute notre énergie au service, en fait, de ce projet-là. Et cette troisième voie numérique, on ne la construit pas seule, parce que, par définition, on n'a pas les mêmes moyens que le numérique américain ou que le numérique chinois, aidé par le gouvernement chinois. Et donc, on ne peut y arriver qu'en faisant ensemble. Et c'est pour ça qu'on croit profondément à la logique du logiciel libre, de l'open source. L'open source, c'est cette idée que quand je développe en fait une innovation, je la mets à disposition de tout le monde, et tout le monde peut l'utiliser librement, gratuitement, et peut modifier, enrichir la solution et redistribuer les innovations qui ont été développées. Alors, vous connaissez certains des logiciels issus du monde open source, par exemple le système d'exploitation Linux ou le navigateur Internet Firefox. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les domaines de l'informatique ont une forme sont dupliqués dans le domaine du logiciel libre, dans le domaine de l'open source. Et il y a une autre informatique, en dehors des grandes informatiques commerciales, qui existe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le logiciel libre d'une façon générale. Ce phénomène, naturellement, il touche aussi les sujets d'intelligence artificielle. Il est même d'ailleurs au cœur de l'intelligence artificielle. Puisqu'aujourd'hui, à part la grande société américaine OpenAI, qui est derrière la solution ChatGPT, la plupart des nouveaux acteurs du domaine de l'intelligence artificielle sont des acteurs de ce qu'on appelle l'open source AI, l'IA open source ou l'IA logiciel libre. C'est le cas de notre collègue français Mistral, qui publie une grande partie en fait, de ces modèles, mais c'est le cas aussi d'un Chinois dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle DeepSeek, qui a disrupté le marché il y a quelques mois et qui a montré qu'on pouvait faire de l'intelligence artificielle sans dépenser des milliards, uniquement à coût de quelques millions. Il faut quand même
un peu de moyens pour faire de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que parce qu'il faut entraîner cette intelligence artificielle sur ce qu'on appelle des supercalculateurs. Alors, je ne veux pas être trop long sur la partie introductive, mais donc, vous dire ce que nous, on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle open source. Donc, l'Inagora est un des rares acteurs français et même au monde à développer un modèle fondation. Un modèle fondation, c'est un modèle brut, ce qui permet de faire ensuite tout un tas de choses et de l'appliquer à tout un tas de sujets de transformation. Et ça peut être des chatbots intelligents, ça peut être les moyens de mieux récolter les appels entrants quand vous êtes par exemple une collectivité et que vous avez en fait les citoyens qui appellent. D'abord, ça peut donc être un premier niveau de traitement via de l'intelligence artificielle, mais ça peut être même un traitement enrichi pour les agents, plutôt que de prendre des notes de ce que les gens racontent. L'intelligence artificielle va venir remplir des fiches de contact, va permettre de les organiser de façon plus efficace. Bon, et puis, je pense qu'Éric nous parlera aussi de tout ce que l'IA peut faire dans le domaine de la santé. Donc, on a besoin de modèles fondation pour ensuite appliquer ces modèles-là à des cas d'usage très précis. Donc, c'est fondamental. C'est un peu, si vous voulez, le moteur de l'IA, ces modèles fondation. Et donc, en France, vous avez en fait Mistral qui en fabrique, et vous avez l'Inagora ici, à Issy-les-Moulineaux, qui fabrique aussi un modèle fondation. Alors, vous avez certainement entendu parler du nôtre, la presse et les réseaux sociaux en ont beaucoup parlé. Nous, notre modèle, il s'appelle Lucie. Et donc, il y a eu beaucoup de buzz autour de Lucie en début d'année, parce que notre petite Lucie, c'est un peu comme toutes les HPI, j'ai l'habitude d'expliquer. C'est qu'elle est très intelligente, notre Lucie, mais des fois, elle a du mal à se faire comprendre et on a du mal à interagir avec elle. Il se trouve que, je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y a eu au niveau de Lucie, elle était tout simplement pas, elle n'avait pas terminé son entraînement. Et donc les gens ont pensé que c'était une IA prête à être utilisée. En réalité, on l'avait mis à disposition sur un modèle justement open source pour que les gens nous aident à enrichir le modèle. D'ailleurs, bonne nouvelle, mes équipes m'ont présenté cette semaine la nouvelle plateforme qu'on va... Parce que nous, on est des entêtés, hein. Donc on va recommencer, on va republier en fait notre plateforme parce que le seul moyen, si vous voulez, d'enrichir nos modèles, c'est de faire appel au plus grand nombre, ce qu'on appelle du crowdsourcing. Et donc nous, on n'a pas les moyens d'OpenAI, on ne va pas en fait aller investir des millions pour aller payer des Kenyans pour automatiquement dire si effectivement les réponses sont de qualité. Donc on est obligé de faire appel au plus grand nombre, aux étudiants, etc. Et donc on est obligé de mettre en place une plateforme collective. Et donc on est en train de refaire ça avec d'autres garde-fous plus durs, etc., que ce que c'était la première fois pour éviter en fait ces dérives. Donc nous, on fabrique un modèle fondation qui s'appelle Lucie. On le fabrique, monsieur le maire le rappelait, notamment avec un certain nombre de laboratoires publics qui dépendent en fait du CNRS. Donc on a beaucoup de collaborations avec l'école polytechnique, le laboratoire informatique de l'IX, qui s'appelle le LIX, le Lauria, le CEA, donc un grand nombre de laboratoires extrêmement connus, reconnus. On a créé pour ça une communauté qui s'appelle OpenLLM France. C'est aujourd'hui plus de 1200 chercheurs et ingénieurs qui travaillent ensemble pour fabriquer un modèle d'IA réellement open source. Parce que, et je vais en terminer là, parce que c'est très important qu'on ait un modèle universel, réellement open source, qui soit à la disposition de tout le monde. Pourquoi c'est important ? C'est que l'IA, c'est de plus en plus partout. Et notamment, les plus jeunes générations, ça devient leur moyen principal d'accès à l'information. C'est plus utilisé chez les moins de 25 ans, les outils d'IA, que Google. Quand vous allez sur Internet, vous cherchez quelque chose, vous faites comme moi, on est un peu de la même génération, on va simplement sur Google et puis on fait une recherche sur Google. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne font pas ça, ils vont sur ChatGPT, ils demandent à ChatGPT la question en fait, qu'ils ont dans la tête, et c'est ChatGPT qui leur prépare en fait la réponse et qui leur livre une seule réponse. Donc la particularité de l'IA, c'est que je réduis le champ des réponses et je crée une interaction où j'amène en fait l'utilisateur que dans une seule direction. Et ça peut poser en fait un certain nombre de difficultés. Pourquoi ? Parce que l'IA, c'est avant tout du langage et des maths. Et à travers le langage, vous portez un modèle de civilisation. Vous portez en fait un univers civilisationnel. Et donc, par exemple, quand vous interrogez une IA chinoise sur les événements de Tiananmen, elle ne va pas vous répondre.
parce qu'elle va être bridée, parce que le gouvernement chinois ne veut pas, nie le fait qu'il y a eu les événements de Tiananmen. Et donc, il ne souhaite pas que les jeunes Chinois et que même les jeunes sur la planète aient accès en fait, à ce type d'informations. Est-ce que nous, on veut demain que nos jeunes lycéens qui vont se poser la question sur l'histoire contemporaine de la Chine pensent qu'il n'y a jamais eu d'événement en Chine? Je donne souvent un autre exemple. Là, je vais rejoindre la délégation officielle du président de la République au Vietnam. Le Vietnam a en fait un sujet de territoire justement avec la Chine sur les îles Paracel. Elles sont à l'origine vietnamiennes, mais les Chinois les revendiquent pour étendre leur zone d'influence dans ce qu'ils appellent la mer de Chine. Quand vous interrogez un certain nombre d'IA, notamment les IA chinoises, alors là, il n'y a pas de doute, les îles Paracel, elles sont chinoises. Quand vous interrogez des IA américaines, ils vous disent, bon, il y a un débat sur la propriété de ces îles, mais globalement, elles sont quand même plutôt chinoises. Mais alors, naturellement, le point de vue vietnamien, ce n'est pas du tout celui-là. Le point de vue vietnamien, c'est que les îles Paracel, elles sont vietnamiennes. Et donc, nous, si vous interrogez Lucie sur ce sujet-là, Lucie va vous exposer, en fait, le problème, la contestation actuelle qui existe, et vous ferez votre opinion à travers en fait, ces éléments-là. Et donc c'est une autre façon d'apporter l'information, et c'est une façon beaucoup plus objective en fait, d'apporter l'information. Et donc on a besoin de ça, parce que comme je le disais, demain les jeunes générations vont consommer en premier lieu l'information via ces plateformes d'IA. Et donc si ces plateformes d'IA sont trop biaisées, apportent un modèle culturel trop spécifique, pareil, demandez à une IA de fabriquer une maison alsacienne, ils vont vous faire une maison californienne et ils vont mettre une cigogne dessus. Parce que l'IA a compris que voilà, c'était le symbole de l'Alsace, mais dans leur modèle de conception des maisons, il n'y a pas de maison alsacienne. Bon, naturellement, une maison alsacienne, ce n'est pas une maison californienne, simplement en fait avec une cigogne. Donc le sujet de quel type d'IA demain on va utiliser, c'est un sujet qui est absolument essentiel. C'est un sujet civilisationnel, et donc c'est un sujet, et donc c'est très bien qu'on en parle ici, aujourd'hui, à Issy-les-Moulineaux, puisque vous avez toujours été l'initiateur des grands débats. Vous parliez de la question du vote électronique. Je me rappelle que vous aviez déjà initié avec Éric Le Gall le Forum e-démocratie au début des années 2000, où déjà ce débat-là, il y a 25 ans, avait lieu à Issy-les-Moulineaux. Donc ici, on est vraiment le territoire des précurseurs, et on pose des questions avant tous les autres. Merci. Merci Alexandre. Je vous invite à noter vos questions, parce qu'on pourra évidemment échanger à la fin de la séance. On fera les questions tout en même temps. Donc Éric Carrel, que j'ai présenté tout à l'heure comme étant le président de Withings, mais pas que, hein, parce qu'on l'appelle aussi, on dit que c'est un serial entrepreneur, puisqu'il a créé plusieurs entreprises, dont plusieurs sont d'ailleurs à Issy-les-Moulineaux, comme Invoxia, entre autres. Mais bon, Withings, évidemment, c'est celle qu'on connaît le mieux, parce qu'on a ces outils à la maison pour nous peser, prendre notre tension et plein d'autres choses. Bon, je vais vous laisser présenter évidemment ce que Withings fait depuis plus de 15 ans, mais pour vous, quelles sont les innovations de santé qui nous attendent d'ici 2030 ? Merci Eric, merci Monsieur le maire. Ah oui, alors donc on a créé, enfin je suis cofondateur de cette entreprise Withings qui est à Issy-les-Moulineaux depuis 2008, d'ailleurs en face des anciens centres de recherche de France Télécom, là, qui sont devenus le cœur d'Issy-les-Moulineaux. Et en fait, moi, je viens du monde des télécoms. Et donc, venant du monde des télécoms, on s'est dit, il va se passer quelque chose dans nos vies quotidiennes qui va aller au-delà de l'arrivée de la Livebox, puisque j'avais fait une entreprise qui avait créé la Livebox. Et on a commencé par faire un PES-Personne. Et en faisant un PES-Personne, on s'est aperçu qu'on avait fait un produit dont certains utilisateurs nous disaient qu'il leur avait changé la vie. Alors, on ne comprenait pas très bien parce que moi, je n'étais pas du tout du domaine de la santé. Et en fait, on s'est aperçu qu'en faisant un PES-Personne connecté, qui ne donnait pas uniquement un poids, mais qui donnait un poids dont on avait la trace et qui allait rester, où on allait pouvoir suivre la courbe, et pour lequel on allait pouvoir voir l'évolution, pas au moment où on se pèse, à un moment où on est pressé en sortant de la douche, mais à un moment où on a du temps dans la journée. Finalement, on allait pouvoir intégrer ce qui se passe dans notre santé et que ça allait pouvoir nous aider à faire attention à nous.
Et aujourd'hui, donc, WeThings est une entreprise d'à peu près de 400 personnes. On fait 40% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. On a à peu près 15 millions d'utilisateurs par le monde. Et en fait, on est en train de vivre avec d'autres une révolution dans le domaine de la santé. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur ce qui se passe dans le domaine de la santé. D'abord, une des plus belles choses que l'humanité ait inventée depuis qu'elle existe, c'est probablement cette santé, cette capacité. Moi, j'étais opéré du cœur il y a 10 ans. J'étais à l'hôpital Georges Pompidou, pas très loin d'ici, et j'ai fait ma convalescence à Issy-les-Moulineaux, à l'hôpital Corentin-Selton. Et on vit des moments absolument extraordinaires, c'est-à-dire que il y a une technologie, il y a une compétence, etc. Il y a un dévouement des personnels qui est absolument extraordinaire. Et dans ce domaine, la France a été un des précurseurs et elle est reconnue au niveau mondial. Simplement, il est en train de se passer quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est que d'une part, on vit plus longtemps et que d'autre part, il y a des maladies qui s'appellent les maladies chroniques, qui sont des maladies que l'on garde toute sa vie. Alors, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être des risques cardiovasculaires, qui maintenant envahissent nos vies, notamment parce qu'on vit plus longtemps, mais aussi parce qu'on a des vies plus sédentaires, parce qu'on mange moins bien, etc. Et là, j'ai atterri ce matin de Boston. C'est qu'aux États-Unis, il y a plus de 3/4 des adultes qui ont une ou plusieurs maladies chroniques. Donc c'est aujourd'hui la durée de vie en bonne santé aux États-Unis, ces 3 dernières années, a diminué. Donc il y a une difficulté pour le système de santé, c'est comment je peux accompagner une population qui est de plus en plus grande pendant des années de plus en plus longues, puisque en fait ces maladies ne s'arrêtent jamais. Et donc il y a un seul moyen, c'est de sortir la santé du système de santé, c'est-à-dire sortir des hôpitaux. Parce qu'en fait, ce dont on ne s'est pas vraiment rendu compte dans le domaine de la santé, c'est que, bien sûr, on a fait quelque chose d'extraordinaire, mais finalement, tout le corps médical l'a tourné vers lui-même. Et quand vous discutez avec des médecins, ils se disent, ils disent eux-mêmes, souvent, le patient, on est presque en train de l'oublier, quoi. Et là, on est en train de faire un pivot qui est de rejoindre les personnes dans leur vie réelle. Et pour rejoindre les personnes dans leur vie réelle, alors vous avez peut-être installé sur vos smartphones un certain nombre d'applications pour, je sais pas, faire de la méditation, pour dormir mieux, pour faire attention à apprendre à respirer, etc., pour des problèmes cardiovasculaires. En fait, ces applications, en général, elles sont utilisées entre 3 minutes et 3 mois. Et donc, le problème, c'est que ça ne rentre pas dans notre vie quotidienne de façon longue. L'un des responsables d'Apple qui travaille dans le domaine de la santé dit, finalement, si on n'arrive pas à rejoindre les personnes dans leur vie pour les aider à changer un certain nombre de comportements, les systèmes de santé vont collapser. Et je pense que c'est important qu'on soit tous conscients de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois, on a un système de santé qui est absolument extraordinaire, mais si on n'arrive pas à le faire évoluer, si on n'arrive pas à le tourner vers ce qui se passe dans nos vies pour nous accompagner au quotidien, et nous accompagner au quotidien avec des outils qui vont être un peu automatisés pour utiliser le système médical et le temps médecin disponible de façon optimisée, eh bien, le système va collapser. On ne sera plus capable de supporter les coûts du système de santé. Il faut qu'on soit bien tous conscients de ça. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ce dont on s'est aperçu, je dirais presque un peu par hasard, c'est que quand on met un pèse-personne dans un foyer ou quand on demande aux personnes de porter une montre, finalement, on a plein d'informations qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau de la santé. Et on a plein d'informations qui ne sont pas des informations qu'on appelle des informations spot, c'est-à-dire je vais faire une analyse médicale au laboratoire d'analyse ou je vais faire un IRM. Ça arrive de temps en temps dans ma vie. Et puis entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'événements. Et donc, du coup, pour que les médecins puissent analyser ça, ils ont défini des frontières qui sont des frontières blanc ou noir. C'est-à-dire, je suis en dessous de quel niveau, en dessous de tel niveau, c'est bon, au-dessus, c'est pas bon. Et ça, pour l'ensemble de la population, qu'on soit femme, homme, vieux, jeune, etc., de type asiatique, de type africain, etc. Alors, il y a un certain nombre de médecines où on essaye de séparer un petit peu ce qui se passe pour une femme, ce qui se passe pour un homme, parce qu'on n'a pas exactement la même physiologie. Mais en fait, grosso modo, c'est la même frontière pour tout le monde. Et en fait, ça, c'est très bien, mais en général, on passe la frontière quand déjà la maladie est installée et que finalement, on ne peut plus faire grand-chose pour la personne pour l'aider à sortir de cette maladie.
Ce qui se passe aujourd'hui avec ces instruments de santé qui nous rejoignent dans notre vie réelle, c'est qu'en fait, on enregistre au fil du temps quelle est la ligne de base de chacun, et on voit les évolutions qu'il y a dans le domaine de la santé. On va voir simplement montant sur un pèse-personne, on va voir comment évolue la rigidité de nos artères, comment évolue notre système nerveux autonome, comment évolue un certain nombre de nos fonctionnements cardiovasculaires à travers un électrocardiogramme, et bien sûr comment évolue notre base grasse, comment évolue notre eau intracellulaire, extracellulaire. Et donc toutes ces datas, avec l'intelligence artificielle, vont nous permettre de construire ce qu'on appelle des scores pour dire, bah, tiens, telle personne là, elle est en train d'évoluer doucement vers un diabète. Et si je suis capable de lui dire au début de cette évolution, vous êtes en train d'évoluer vers un diabète, à ce moment-là, la maladie est encore réversible. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que les choses deviennent difficiles. Donc, il y a une première chose difficile, c'est de rentrer dans la vie des gens pour faire de la mesure. Deuxième chose difficile, c'est de dire comment je vais la motiver à marcher un peu plus, à dormir un peu mieux, idéalement à manger mieux, mais ça c'est le plus compliqué. Mais déjà, rien que marcher, ça va faire changer beaucoup de choses. Et donc là, c'est là où on essaye de faire ça à travers des applications, on essaye de faire ça à travers ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire des incitations ou des messages que l'on envoie pour nous motiver à faire quelque chose. Et ces messages, ils sont construits, bien sûr, maintenant avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que jusqu'ici, jusqu'à 2 ou 3 ans, finalement, on racontait un peu la même chose à tout le monde, et il y avait des gens chez qui ça imprimait, et d'autres gens, ces messages ne les intéressaient pas, parce que suivant nos tempéraments, on a besoin d'être secoué, au contraire, on a besoin d'être un peu caressé dans le sens du poil, etc. Et c'est ça qui va nous faire petit à petit bouger. Et avec les LLM, donc avec ces outils d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on arrive à construire d'accompagnement de chacun qui va être complètement personnalisé pour essayer de le motiver. Donc il y a la mesure, les scores qu'on va construire au-dessus, toujours avec l'intelligence artificielle, pour dire, ben voilà, j'ai vu que sa rigidité des artères a bougé, elle a bougé en même temps que son système nerveux autonome, donc il est en train de développer un diabète, et donc on va lui dire, ben voilà, là, si tu ne te mets pas à marcher un peu plus, si tu ne mets pas à faire attention à ce que tu manges, ce diabète, il deviendra réversible. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est d'intermédier avec le monde médical, c'est-à-dire que le monde médical, il n'aura pas assez de temps pour nous tous, vu le nombre d'années qu'on va vivre et le nombre de maladies chroniques qu'on va avoir. Et donc, il faut pouvoir l'utiliser au bon moment. Et là, avec ça, avec ces scores, à un moment donné, on va lever un drapeau et on va se remettre en relation avec le système médical et on va dire, là, patient, il faut que tu vois le médecin. Et ça, on peut le faire automatiquement. Il y a une nouvelle loi qui est passée dans le système français qui s'appelle la télésurveillance. Aux États-Unis, ça s'appelle le Remote Patient Monitoring. Les États-Unis, ils dépensent chaque année 14 000 $, donc à peu près 13 000 € par personne. Nous, on en est entre, alors suivant les chiffres, c'est ce qu'on regarde, on en est entre 4 et 6 000. C'est-à-dire qu'on est entre 2 à 3 fois moins que les Américains. Donc j'imagine les Américains, ils ont quand même un gros problème. Donc ils sont en train de s'attaquer à ça de façon très très forte. Comme ils sont très réactifs, il y a quand même des choses positives qui se passent, c'est que ce Remote Patient Monitoring, donc cette télésurveillance, se met en place de façon rapide. Et nous, on est heureux d'apprendre là-bas et pour pouvoir aussi le faire ici. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un peu l'évolution du système de santé, qui est d'aller dans notre vie, de mettre en relation avec le système médical au bon moment et d'essayer de motiver, et ça à partir de la mesure. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu trop long. Je pourrais revenir en détail si vous désirez ensuite. Merci. Merci beaucoup. Alors, France Média Monde, et notamment sur France 24, ça a été certainement la première chaîne de télévision à s'être emparée des outils numériques très tôt et de manière très efficace. Comment aujourd'hui vous voyez, en sachant que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'information est crucial et visible dans ce domaine-là, comment vous voyez l'évolution des choses? Merci Eric, merci Monsieur le maire pour votre accueil. Je me rends compte qu'on est les doyens ici les Moulineaux, puisque c'est depuis 2006 effectivement donc, que France 24 est implanté à ici les Moulineaux. Donc France Média Monde, c'est le groupe qui regroupe donc, non seulement France 24, mais aussi Radio France Internationale et Monte Carlo Doualia, qui est une radio arabophone, puisque nous, notre mission, c'est, donc on est une entreprise de service public de l'audiovisuel, comme Radio France et France Télévisions, mais la différence de Radio France et France Télévisions, nous, notre mission, c'est de diffuser à l'international, donc une information professionnelle, équilibrée. Et nous diffusons donc dans 21 langues, puisque France 24, c'est 4 chaînes de télévision, donc en français, mais aussi en anglais, en espagnol et en arabe.
RFI, Radio France Internationale, diffuse donc en français, mais aussi dans 16 autres langues. Et donc Monte Carlo Doualiya en arabe. On diffuse partout dans le monde. On touche 254 millions de téléspectateurs, auditeurs ou internautes chaque semaine. Et donc ça, on le fait principalement depuis ici les Moulineaux. Et on est très heureux de le faire. On a plus de 1500... ici, Oui. On a plus de 1500 salariés. On a aussi des implantations auprès de nos principaux bassins d'audience. Donc on a 3 filiales en Afrique, à Dakar, à Lagos et à Nairobi, une filiale à Beyrouth, une filiale à Bucarest et une filiale à Bogota, où on fabrique France 24 en espagnol. On vient de prolonger notre bail à Issy-les-Moulineaux jusqu'en 2035, monsieur le maire. Il ne voulait pas venir. Hein. Donc, on est très heureux de continuer à Issy-les-Moulineaux. On investit à Issy-les-Moulineaux puisque on prolonge notre bail et on est en train de refaire tout le système technique de France 24, notamment nos régies de production. Et je salue ici Stéphane Grandvarlet, le directeur général de Red Bee Media France, qui vient donc d'être sélectionné pour refaire nos régies de production à France 24. Donc on investit à Issy-les-Moulineaux. Alors, heureux d'habiter Issy-les-Moulineaux et très heureux de la vivacité du débat autour des technologies, donc avec Viva Ici. Et j'ai vu dans le programme du festival que vous aviez posé les questions mercredi. Il y avait une table ronde, pour ceux qui ont pu y assister, moi malheureusement je n'y étais pas, sur intelligence artificielle et désinformation. Alors, quand vous me posez la question, Eric, de comment on voit l'avenir, c'est vrai que si on pose le problème, et vous avez raison de le problème, sous l'angle de l'intelligence artificielle et de la désinformation, on pourrait être assez pessimiste. Et effectivement, il y a des raisons de l'être. Donc, je vais essayer de vous dire comment on essaie de répondre à ces enjeux qui sont colossaux. Vous parliez d'enjeux civilisationnels. Je pense que c'est bien de ça dont il s'agit. En tout cas, dans le domaine de l'information, autant ou moins que dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que les grandes évolutions du numérique dans l'information, c'est à la fois des évolutions d'usage, et j'y reviendrai. Aujourd'hui, dans le monde, 33% des 15-24 ans utilisent d'abord les réseaux sociaux pour s'informer. C'est-à-dire qu'ils écoutent de moins en moins la radio, ils regardent un peu la télé le soir, mais leur principale source d'information, c'est les réseaux sociaux, avec des formats qui sont très courts, différents, et puis avec des questions d'algorithmes qui alimentent les réseaux sociaux, qui font que l'accès à l'information est modifié. Je pense qu'il faut bien avoir en tête ces évolutions, puisqu'on les constate en France, mais elles sont beaucoup plus rapides dans notre partie du monde. Moi, j'étais en poste en Asie du Sud-Est, et par exemple, l'écoute de la radio s'est effondrée en à peine quelques années. C'est des pays qui sont très jeunes, et donc les gens basculent vers d'autres usages. Donc les réseaux sociaux, c'est une évolution majeure comme source d'information. Et sur les réseaux sociaux, donc tout le monde peut parler. Donc ça a en fait rendu la capacité de production de l'information ouverte à tout le monde. Donc nous, on est des équipes de journalistes professionnels qui ont une déontologie. Alors l'objectivité parfaite n'est pas de ce monde, mais en tout cas qui essaient de tendre honnêtement vers l'objectivité et qui surtout vérifient leurs informations. Et ça, c'est très important. Avoir des personnes qui vont vérifier les informations, y compris sur le terrain, puisque je vous ai parlé de nos implantations dans le monde. On a aussi le plus large réseau de correspondants de tous les médias français dans le monde, ce qui nous permet, nous, d'avoir des vrais gens qui vont vérifier sur le terrain ce qui se passe. Et donc, l'intelligence artificielle, elle vient en plus de ces évolutions du numérique pour des personnes qui peuvent, alors, soit être mal intentionnées, soit pour des questions de rentabilité commerciale, produire des informations qui, pour le coup, sont non vérifiées, voire sont totalement fausses. Nous, on est particulièrement exposés à cela, puisque on est confronté, peut-être que je reviendrai sur l'évolution de la situation internationale, mais à une véritable guerre de l'information, qui est menée notamment par la Russie, et donc notamment en Afrique, où nous, on est le média international le plus puissant, puisque dans les capitales d'Afrique francophone, France 24 et RFI touchent 60% de la population chaque semaine. Donc on est de loin le média le plus puissant en termes d'information. Et donc ce que font les Russes,
ils utilisent nos médias, la charte graphique, les images, pour sortir de fausses informations. Donc on a eu récemment une annonce avec toute la charte graphique de RFI exactement reproduite qui disait que le président ivoirien Ouattara était décédé, ce qui était totalement faux. Donc nous, on a maintenant des équipes qui sont dédiées pour repérer ces fausses informations et ensuite expliquer aux auditeurs et téléspectateurs qu'elles sont fausses. Quand c'est justifié, puisque parfois le problème c'est que si on relaie ces types d'informations, vu la puissance de nos médias, on leur donne plus de visibilité, donc à chaque fois il faut choisir si on va aller, alors c'est le terme qu'on utilise qui est, pardon, c'est un anglicisme, débunker ou pas. Et donc par exemple pour ce cas concernant le président Ouattara, il y avait 100 000 vues quand on a détecté cette fausse information. Donc nous on a décidé, vu que c'était une manipulation de notre propre image, de la débunker, et en 24 heures on avait 500 000 vues. Donc, ce qui permet d'inverser la tendance. Ce n'est pas toujours le cas. Autre exemple, et là qui, pour le coup, est lié directement à la question de l'intelligence artificielle, il nous est arrivé d'avoir une reprise des images de France 24, modifiée avec l'intelligence artificielle, et donc un de nos présentateurs qui se trouvait à annoncer que Emmanuel Macron renonçait à aller en Ukraine parce qu'il y avait la menace d'une tentative d'attentat. Et donc vous prenez l'image, c'est effectivement un de nos présentateurs dans un journal de France 24 qui annonce cette information. Donc bien sûr, c'était totalement faux, mais l'intelligence artificielle maintenant permet de faire ce genre de choses. Donc ça, je dirais, c'est le pire qu'on ait à affronter, mais, et vous l'évoquiez à travers les recherches sur les moteurs d'intelligence artificielle plutôt que les moteurs de recherche. Le problème, c'est que se développe aussi une présentation de l'information utilisant l'intelligence artificielle qui peut essayer de se rapprocher de ce que des médias professionnels font. Donc on a un cas de un média qui se développe, qui s'appelle Channel One, qui en fait ne produit des contenus qu'à partir d'intelligence artificielle. Et donc, dans les tests qu'ils ont faits, puisque là, pour le coup, c'est des gens qui ont pignon sur rue, et donc ils utilisaient un reportage de France 24 où une personne, donc, dans le reportage original, s'exprime en français. Alors, c'était sur un événement climatique, donc c'était pas rien de bien grave. Et le reportage était transformé totalement en anglais, y compris la personne qui témoignait sur, je sais pas, il avait perdu sa maison, etc. Qui, alors là, pour le coup, on voyait vraiment pas, y compris sur le mouvement des lèvres était parfait, donc il parlait en anglais. Et donc, ce type de, alors nous on les considère pas comme des médias, mais de producteurs de contenu, en fait, essaient de démultiplier les contenus en utilisant l'intelligence artificielle, en reprenant des contenus existants, donc on peut espérer qu'ils ont été vérifiés, mais pas toujours. Et donc, ils créent aussi donc une concurrence nouvelle pour des médias professionnels qui soulève beaucoup de questions sur le développement économique des médias. Et l'autre enjeu que, là pour le coup, que vous souleviez, qui est pour nous essentiel, c'est effectivement la question de l'accès à l'information. Et effectivement, donc nous on constate que de plus en plus les jeunes vont aller rechercher des informations sur ChatGPT ou ce type d'outils plutôt que sur Google. Or, effectivement, Google va sortir une réponse avec des liens et nous, nos médias peuvent être bien positionnés, notamment sur des sujets sur lesquels on est particulièrement performant. Donc ils vont cliquer, ils vont venir sur nos environnements, sur nos sites internet, etc. Et donc nous, on a une audience importante qui vient de là. En revanche, si on va sur ChatGPT, il va y avoir la réponse qui va sortir, sans qu'il y ait nécessairement un renvoi aux sources, que ce soit nous, Le Monde, la BBC.
ou voire même sans que les sources soient citées. Et donc ça, c'est un des sujets qui est débattu au niveau de la Commission européenne, c'est un sujet important pour les médias, mais comment s'assurer que le déploiement des outils d'intelligence artificielle n'entraîne pas ce qu'on appelle une désintermédiation au détriment des médias, qui, alors pour nous, aurait un impact très lourd en termes d'audience. Pour les médias commerciaux, aurait un impact très lourd en termes de recettes. Et alors c'est là qu'on touche à la question civilisationnelle. Pour nos sociétés, aurait un impact très lourd en termes de qualité de l'information. Puisque moi je pense que ce à quoi on est confronté, alors déjà avec l'évolution des usages pour s'informer, donc notamment à travers les réseaux sociaux et les outils numériques, mais peut-être demain avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la question de peut-on avoir un débat public fondé sur une vérité commune, acceptée par tous. Nous, notre rôle, c'est justement d'essayer de créer ce lien entre les faits et ce qui est proposé à nos concitoyens pour le débat public, en le faisant de la manière la plus honnête et équilibrée possible, et en tout cas en le vérifiant. Si demain, chacun vit dans sa bulle, sur les réseaux sociaux ou alimenté par l'intelligence artificielle, avec des contenus qui ne sont pas peu vérifiés, voire manipulés, c'est les conditions mêmes du débat public et de la démocratie qui sont posées. Alors, ça, je ne vais pas dresser un tableau trop noir. Maintenant, face à ça, bien entendu, donc la technologie, elle a toujours les deux facettes. Je commençais par la facette un peu obscure. Nous, on considère, ce que vous disiez, monsieur le maire, que la technologie, ça doit être un levier. Et pour nous, l'intelligence artificielle est aussi une opportunité pour renforcer la puissance de nos médias. Donc nous, on a établi tout de suite à France Média Monde une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle qui garantit que tout ce qu'on met à l'antenne est produit par des journalistes humains et il y a toujours une vérification éditoriale, donc par des journalistes humains, de ce qui est mis à l'antenne. En revanche, ça ne nous interdit pas, pour produire l'information, de recourir à la technologie de l'intelligence artificielle. Et on le fait déjà depuis maintenant pas mal de temps, et on est en train d'accélérer. Là, on a mené sur l'année écoulée un grand travail pour identifier ce qu'on appelait les cas d'usage. Donc on a identifié une quinzaine de cas d'usage prioritaires qui vont nous permettre d'améliorer la production de nos journalistes. Donc nous, on le voit plutôt comme ça. L'intelligence artificielle, c'est un moyen d'améliorer la productivité de nos journalistes. Comment ? Les principaux cas d'usage, quelque chose qu'on fait déjà depuis pas mal de temps, et pour nous, comme on diffuse dans 21 langues, c'est essentiel, c'est ce qu'on appelle la transcription-traduction. Donc il va y avoir un sujet de France 24, en anglais par exemple, automatiquement, un journaliste ukrainien, je prends cet exemple, puisqu'on a créé en 2022, au début de la guerre, une petite rédaction en ukrainien basée à Bucarest, et donc ces journalistes, ils bénéficient donc de cette traduction automatique en ukrainien des sujets produits dans d'autres langues, et comme ça, ils vont pouvoir partir de cette base-là, le vérifier, l'adapter au contexte et au public ukrainien, et donc produire comme ça beaucoup plus facilement dans leur langue. Et donc sur 21 langues, ça offre un large potentiel. Autre usage qui pour nous est essentiel, comme je disais, on pourrait y revenir peut-être plus tard, je ne veux pas être trop long, mais nous on fait de la télévision, de la radio, et on est présent sur les plateformes numériques. De plus en plus, donc ça c'est un axe de développement très important pour nous, et un enjeu c'est d'adapter les contenus qu'on diffuse sur le numérique, sur YouTube, Instagram, TikTok. TikTok est de plus en plus un outil d'information, donc on produit des contenus sur TikTok, et on produit donc énormément pour nos antennes, soit en radio ou en télévision, donc on a déjà beaucoup de contenu, et l'intelligence artificielle, assez vite, va nous permettre, par exemple, d'adapter un sujet qui a été fait pour la télé, donc en format 16/9, en format vertical, automatiquement en remettant
l'habillage, les sous-titres, etc., adaptés au format vertical. Et donc le journaliste qui doit publier sur les réseaux sociaux va récupérer quelque chose qui a déjà été pré-mâché, si j'ose dire. Alors qu'actuellement, ça prend beaucoup de temps pour produire, enfin beaucoup de temps, ça prend un certain temps pour produire, en reprenant les contenus, pour TikTok ou Instagram, etc. Donc ça, c'est un autre usage qui est essentiel. Et là, dès maintenant, dans les semaines qui viennent, on va mettre en place pour nos journalistes qui alimentent les sites Internet, un outil directement sur leur interface de travail qui leur permettra, quand ils reprennent un contenu qui a déjà été produit, que ce soit une dépêche ou un contenu qui vient de chez nous, d'avoir automatiquement donc, la possibilité, je vous ai dit, donc, la transcription dans plusieurs langues, mais aussi des propositions de titres, de chapeaux. Alors, compte tenu sur Internet, vous avez un titre, un chapeau, le paragraphe introductif, etc. Et donc c'est le journaliste humain qui va, lui, décider de ce qui est publié. En revanche, l'intelligence artificielle lui prémâche un peu le travail et lui donne des propositions de contenu. Donc, avec cela, on considère que pour répondre aux grands enjeux, donc production d'informations face à l'intelligence artificielle et ce qui est le plus important, adaptation aux usages, donc notamment des jeunes, sur les nouveaux médias, sur les plateformes numériques, l'intelligence artificielle est pour nous un levier essentiel. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, vous voyez que la différence aussi des différents secteurs, hein, on n'apprend pas l'intelligence artificielle de la même manière. Hein. Autant dans la santé, c'est plutôt un grand espoir, autant dans le domaine des médias, c'est plus d'inquiétude, et dans celui de la souveraineté nationale, davantage encore. Et on est vraiment au tout début, hein, parce qu'après tout, ChatGPT n'a même pas 3 ans, donc se projeter à 5 ans, c'est compliqué, mais justement, aujourd'hui, on est bousculé hein, par les progrès de l'intelligence artificielle générative. Il y avait mercredi une conférence aussi chez Canal+, où nous expliquaient comment ils essayaient d'encadrer le travail de leurs collaborateurs grâce à l'IA. Hier, on avait une conférence pour les PME où on montrait de nouveaux outils qui vont vraiment disrupter la manière dont, notamment les agences de communication, vont pouvoir travailler. Donc, comment vous envisagez l'idée, parce que là, en fait, on est en réaction, puisqu'on est tellement bousculé qu'on reçoit l'information et ces changements-là, mais comment vous arrivez à vous projeter en disant comment réussir à encadrer, à accompagner ce développement de l'IA? Ça concerne vos 3 domaines d'ailleurs, peut-être de manière encore plus cruciale pour l'information, mais comment vous voyez les choses justement évoluer pour ces 5 prochaines années? Je vais bien commencer dans la santé, parce que la santé, c'est un domaine dans lequel la disruption, elle est déjà là. Vous avez peut-être vu, il y a des tests qui sont réactualisés toutes les quelques semaines sur les diagnostics construits par des médecins ou par des intelligences artificielles avec un médecin ou par des intelligences artificielles toutes seules. Aujourd'hui, systématiquement, les intelligences artificielles toutes seules sont les meilleures. Il faut quand même qu'on se mette ça dans la tête. On a du mal à le croire. Systématiquement, elles sont meilleures. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les raisons qui font qu'elles sont meilleures. En fait, il y en a 2 qui sont assez séparées. Il y en a une première, c'est que les intelligences artificielles, quand elles discutent avec nous, elles sont empathiques. C'est-à-dire, un médecin, il n'a pas beaucoup de temps quand il nous rencontre pour nous poser des questions, etc. L'intelligence artificielle, quand quelqu'un, le soir chez lui, est un peu inquiet sur sa santé, commence à discuter avec une intelligence artificielle, il va lui donner énormément de détails et l'intelligence va lui poser des questions, enfin le LLM, le ChatGPT, etc., va lui poser des questions pour avoir plus de renseignements. Et à la fin, il va avoir une vue de notre santé qui va être bien supérieure à celle qu'a un médecin. Et la deuxième raison, c'est qu'il a effectivement accès, puisqu'il n'a pas de limite de mémoire. Il y a des essais qui ont été faits. Un médecin, si vous voulez, il est capable d'intégrer 7 informations différentes. Enfin, je dis un médecin, nous tous, hein, on est capable un maximum d'intégrer 7 à 11 informations différentes quand on essaye de faire un diagnostic ou de prendre une décision. Un LLM, il peut en prendre des centaines, il n'a pas de limite. Et donc forcément, notamment pour des maladies compliquées ou avec des indices qui sont faibles, l'intelligence artificielle va être meilleure. Donc ces 2 éléments transforment complètement la façon dont on va interagir avec le monde médical demain. Et oui, demain, on aura
consultation avec des LLM. Quand je dis demain, c'est en fait c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je ne devrais pas dire ça à côté de Monsieur le maire, mais c'est les politiques en fait qui nous empêchent d'aller plus vite. Alors, ils ont les raisons. On sait bien que dans le domaine de la santé, on a eu tous les scandales, etc. Mais c'est là où il faut qu'on fasse attention dans un pays comme la France, parce qu'à chaque fois qu'on a peur de quelque chose ou qu'on se prend une gamelle, on rajoute une loi. Et donc, du coup, notre faculté à bouger quand il y a des évolutions technologiques, elle est beaucoup plus faible. Et le risque, c'est si on a peur, si globalement, on ne travaille pas tous ensemble pour rassurer toutes les populations sur la force que peut apporter l'intelligence artificielle, on va être dans le mode non, ça on n'en veut pas chez nous. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on sera obligé d'y aller parce qu'il y aura pas, ça sera bien meilleur et on sera tous convaincus qu'il faudra y aller. Mais on ne sera plus acteurs dedans puisque ça aura été les Américains ou les Chinois qui ont inventé ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que dans la santé, l'intelligence artificielle a beaucoup d'aspects positifs. Bien sûr, comme pour les voitures autonomes, vous allez toujours trouver des cas où on va avoir tué une personne qu'on n'aurait pas dû tuer, etc. Mais on en aurait quand même sauvé 99 sur les 100. Voilà, donc faut qu'on soit collectivement intelligent face à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Et ici, les Moulineaux est une ville où ce type de débat peut avoir, et donc allons-y. Oui, alors... c'est toujours un peu difficile de faire un travail de prospective, mais ce que je crois, c'est que déjà, il faut partager avec vous quelques cas d'usage très, très concrets, très opérationnels, pour commencer à répondre à ce que sera les usages de l'IA et l'impact de l'IA d'ici 2030. C'est déjà ce que c'est en fait aujourd'hui. Je vais vous donner en fait 2 illustrations très concrètes que j'ai vécues au cours des derniers jours. La première, c'est que je devais remplir typiquement ma fiche de candidature. Quand vous faites partie d'une délégation officielle, on vous demande de dire qui vous êtes, qu'est-ce que fait votre société, et puis qu'est-ce que vous avez fait dans le pays, donc en l'occurrence là c'était le Vietnam, donc quelles sont les activités de l'Inagora au Vietnam, et puis la question subsidiaire, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire en matière de coopération franco-vietnamienne. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'aurais passé une partie de mon dimanche à écrire, parce que je connais bien tout ça, qui je suis, ce que c'est l'Inagora, j'en suis le fondateur, ce que je veux faire au Vietnam, je le sais. Bon, et puis je me suis dit, mais mince, pourquoi je vais essayer quand même de le faire avec des IA. Et donc j'ai demandé à une IA, en l'occurrence celle de Twitter, parce que moi je suis très actif sur Twitter X, et je me suis dit, mais comme ils prennent en fait les dernières informations que je publie, etc., c'est peut-être celle qui va me donner quelque chose de plus pertinent. Et je lui ai demandé en fait de remplir, alors il faut faire un peu, vous savez, de prompt engineering, c'est-à-dire qu'il faut savoir poser la question correctement pour avoir en fait des réponses. Et j'ai été juste bluffé, j'ai eu quelque chose avec un niveau d'anglais juste absolument meilleur que ce que moi je suis capable de produire à titre personnel. Et plutôt que d'y passer, peut-être j'aurais mis 1 heure, 1 heure et demie pour bien finaliser mon document ce dimanche. Ça m'a coûté un bon gros quart d'heure parce que ils avaient quand même mis des trucs que je ne voulais pas mettre, par exemple des actions que j'avais pu faire dans le passé, notamment avec l'Afrique. Je salue d'ailleurs Rennes, qui est une des participantes ce matin là, de Viva ici, qui est une des grandes... Si vous voulez vous intéresser au numérique en Afrique, il faut discuter avec Rennes, c'est la grande spécialiste de ces sujets-là. Et donc voilà, donc exemple très concret, à un niveau patron, de l'impact que peut avoir en fait l'IA sur une production d'un travail. Alors je vous le donne en mille, et moi je suis convaincu, donc la plupart du temps quand il faut préparer n'importe quel dossier de candidature, de discours, etc., ça va passer par la case IA. Je résistais, pour tout vous dire, parce que je pensais que en tant que patron, c'était à moi de donner la substantifique moi, de ma vision, ma stratégie, etc. Mais enfin, rien. Cette vision, cette stratégie, je l'exprime en fait au quotidien sur les réseaux sociaux. Et si on demande en fait correctement à une IA de rassembler tout ça, on a en tout cas une base de travail au moins à 90-95%. Il y a juste un besoin de le corriger. Et lundi soir, on accueillait donc sur l'île Saint-Germain un des événements Viva ici, à l'Inagora, puisqu'on est partenaire bien sûr de ce festival d'innovation. Et on faisait une conférence, ça s'appelait Une IA dans la ville.
Et mon associé, Michel-Marie Maudet, a demandé à notre Lucie de poser des questions aux intervenants. Et, on avait par exemple Tatiana Protois, la présidente du CESEL, enfin la présidente déléguée, puisque le président, c'est bien sûr monsieur le maire, André Santini. Et Lucie a commencé à poser des questions à Tatiana. Voilà, elle est ici, à Eric. Je peux vous assurer que Lucie, elle posait des questions bien... Parce que moi, j'étais censé être l'animateur de cette table ronde. Elle posait des questions bien plus pertinentes, bien plus précises que toutes les questions que j'aurais pu poser, en fait, aux intervenants. Et franchement, c'était bluffant. Et je pense que tout le monde a été bluffé. Et donc, même sur un rôle en live d'animation d'une conférence, en réalité, une IA, c'est pour illustrer ce que disait Eric, dans un autre domaine, elle fait mieux aujourd'hui qu'un animateur avec sa capacité à réagir, etc. Alors, ce qu'elle n'a pas encore, peut-être, c'est une part d'humour et de faire passer des émotions, quoique Lucie, elle est bourrée, en fait, d'humour. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans nos métiers du numérique, Eric, on a une disruption qui est totale. Les métiers du code, il n'y a plus aujourd'hui de code qui est fabriqué dans nos entreprises qui ne soit pas co-fabriqué avec de l'IA. Tous nos développeurs sont outillés avec des IA et ils produisent les parts de logiciels qu'ils sont censés développer en grande partie avec de l'IA. Mais ce qui est normal, puisque une grande partie du travail de développeur informatique, c'est de prendre des librairies qui existent déjà et de les assembler un peu différemment. Et donc tous ces métiers-là, ils vont être très largement impactés par les sujets de l'IA. Les métiers du marketing, de la com, à travers les exemples que je vous ai donnés, vous comprenez très facilement qu'ils vont être aussi très largement impactés. Un autre exemple, la création graphique. On organise chaque année la grande soirée Viva Good Tech Party, Garden Party, le 13 juin. Monsieur le maire, vous tous, vous êtes invités le 13 juin à la Villa Good Tech, à partir de 19h. On a demandé à une IA de faire l'affiche de cette année sur le modèle de l'affiche des Jeux Olympiques de Paris. Et vous allez voir, l'affiche, elle est juste bluffante. La Viva Good Tech, l'IA l'a réinterprétée comme un peu cette affiche de Paris, vous savez, en style gréco-romain. Et on a une vision d'ici les Moulineaux avec des bâtiments plutôt gréco-romains. Alors on a toujours la Seine, on reconnaît, on a la vue sur la Tour Eiffel, etc. Bon, vous allez voir. Et donc, bon, alors aujourd'hui, vous avez encore besoin d'un humain qui active plusieurs logiciels, etc. Mais la réalité, c'est que demain, encore une fois, avec un bon prompt, on aura en fait un rendu efficace. Mais est-ce que... Alors, donc vous l'avez compris, dans une boîte informatique, tous les métiers vont être touchés. Et donc, d'une manière générale, tous les métiers vont être touchés. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut, pour autant, ne pas faire et ne pas y aller? C'est exactement le contraire. Si moi, je peux vous apporter aujourd'hui une conviction très forte, j'aimerais que ça soit celle-là. Vous convaincre que dans 5 ans, 10 ans, il y aura ceux qui auront pris le sujet de l'IA à pleine corne. C'est quoi l'expression qu'on utilise? À bras-le-corps, c'est ça? Voilà, à bras-le-corps. Et qui auront regardé comment ils peuvent tirer parti de l'IA, comment ils peuvent se transformer, comment ils peuvent être plus productifs, mieux faire leur travail, mieux servir leurs clients. Je parle là, bien sûr, pour les entreprises, mais c'est valable pour toutes les organisations. Et il y a ceux qui ne le feront pas, comme ceux qui, avec l'apparition d'Internet au début des années 2000, moi je me rappelle avoir eu des conversations au début des années 2000 avec des clients, des dirigeants d'entreprises qui disaient « Oh, mais monsieur Zapolsky, mais vous êtes jeune, vous avez 23, 24 ans. » D'ailleurs, je pensais qu'on resterait jeune plus longtemps. Ça passe vite, hein, finalement. Vous êtes jeune, avec votre Internet, votre informatique. Nous, on a toujours existé, on existera toujours. Mais ces gens-là n'existent plus aujourd'hui. Leur boîte a fait faillite, ils ont disparu. Il n'y a pas de métier qui existe, y compris dans l'artisanat d'art, y compris dans des métiers très manuels, qui existent encore, ou sinon de façon très anecdotique, avec énormément de subventions, avec énormément de difficultés. Mais tous les métiers qui ont refusé en fait, de se moderniser grâce à l'informatique, grâce à Internet, ont disparu. Si vous n'avez pas de site pour pouvoir trouver des clients, proposer ce que vous faites, ceux qui continuent à exister, notamment dans les métiers d'art, c'est ceux qui ont embrassé ce sujet-là à 100%. Et donc, il se passera exactement la même chose avec l'intelligence artificielle.
Et pareil, les politiques qui s'y intéressent, c'est les politiques qui seront là dans 5 ans, dans 10 ans. Alors nous, on est chanceux, on aura encore André dans 5 ans ou dans 10 ans parce qu'ils s'y intéressent. Mais tous les autres, ils vont être balayés. Tous ceux qui pensent que ça, c'est un sujet de geek, que c'est un sujet d'informaticien, ils vont disparaître, ils ne comprennent rien. Et malheureusement, souvent, ce sont les extrêmes qui s'intéressent le plus à ces sujets-là, puisqu'en fait, comme c'est des nouveaux entrants, eh ben, c'est eux qui essaient de comprendre comment la disruption peut leur permettre d'exister dans le paysage. C'est eux qui utilisent le mieux ces outils-là. Et c'est pour ça que vous avez une montée en puissance de l'extrême gauche, de l'extrême droite, au niveau des plus jeunes. C'est terrible comment les partis traditionnels passent à côté en fait, de ces sujets-là. Encore une fois, pas tous. Et bien sûr, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Alors néanmoins, peut-être, comment on peut imaginer que toute cette transformation, elle ait lieu en respectant nos valeurs, nos standards, ce qui fait de nous, en fait, une civilisation française, européenne, un peu à part. Vous voyez bien que la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Au-delà des droits de l'homme, il y a un respect, en fait, du citoyen, une égalité entre les citoyens. On tient à ça, on tient à se vivre ensemble, on tient à ce qu'on continue à faire société. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on se saisisse très sérieusement de cette notion d'IA éthique. On ne peut pas... Effectivement, l'IA, comme Internet, comme le numérique, ce ne sont que des outils, c'est des effets de levier, etc. Mais encore une fois, il y a des bons outils, il y a des mauvais outils. Nous, on croit beaucoup à cette notion de good tech. Et donc, comme vous avez... c'est pareil, tout le monde a bien conscience qu'il faut se nourrir. Et Eric en parlait, il y a de la nourriture qui soigne, il y a de la nourriture qui fait du bien, il y a de la nourriture qui vous renforce, et puis il y a de la nourriture qui vous détruit. Toutes les nourritures ne se valent pas. Ça, on arrive à bien le comprendre sur la partie nutritionnelle. Et du coup, on a fait quelque chose qui s'appelle le Nutri-Score. Alors ça a été compliqué, hein, parce qu'il a fallu se battre contre les industriels de l'agroalimentaire. Et donc quand vous faites énormément d'argent en vendant des choses pas bonnes pour la santé, ben, bien sûr, vous n'avez pas très envie qu'on vienne vous dire « Ah, ben, le poulet aux hormones, il n'est pas très bon pour la santé, donc on lui met un mauvais Nutri-Score, etc. » Mais c'est de ça dont on va avoir besoin. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience en fait, générale pour faire en sorte que on fasse la promotion des bons outils d'IA, des IA éthiques, des IA plus responsables. Par exemple, on n'a pas besoin d'IA qui surconsomment de l'énergie. On a un enjeu essentiel de consommation énergétique. Vous le disiez, monsieur le maire, vous avez même fait un budget CO2. On ne peut pas utiliser systématiquement les IA les plus onéreuses en termes de consommation de carbone. Il faut utiliser les bons outils pour les bons besoins. Et bien ça fait partie des éléments qui pourraient rentrer dans un Good Tech Score. Et mon dernier point, c'est qu'à la fin des fins, c'est l'utilisateur final qui a le pouvoir. On ne s'en rend pas compte, mais vous tous, ici, vous avez un super pouvoir. Vous avez le choix d'acheter ou de ne pas acheter. Vous avez le choix d'utiliser ou de ne pas utiliser. Et ce super pouvoir, on l'a tous. Et donc c'est nous, en tant que citoyens, qui pouvons en fait avoir un maximum d'impact sur le reste du marché. Alors utilisez ce super pouvoir pour faire triompher la good tech. Monsieur Husson, peut-être dans votre domaine, parce que tout à l'heure, j'ai été... je pensais aux vérificateurs de fausses informations dont vous parliez, parce que vous savez qu'on parle beaucoup du fait que l'intelligence artificielle va détruire des emplois. Il y a même un rapport de CDE qui dit que 60% des emplois dans nos pays développés seront impactés. Enfin, impactés, ça ne veut pas dire détruits, hein. Et ce qui est vrai, ils vont être impactés. Mais du coup, je me disais, il y a aussi un nouveau métier de vérificateur de fausses informations dans les médias, parce que au Presse Club de France, justement, ils en ont parlé. Ils disaient que maintenant, il y avait des équipes entières qui étaient dans les rédactions pour vérifier les informations. Voilà, est-ce que ce genre de choses, c'est des choses qui se développent pour vous? Oui, tout à fait. Alors, vérifier l'information, c'est la base du métier de journaliste. Donc, ce qui se développe, c'est la spécialisation dans la vérification, et donc notamment sur le numérique. Donc, c'est des journalistes et qui développent des capacités en termes d'analyse des données, des réseaux, et pour le coup, l'intelligence artificielle est un outil qui leur permet d'être plus efficaces. Donc, il y avait une étude de l'AFDAS il y a quelques mois, justement sur l'analyse de l'impact de l'intelligence artificielle sur les rédactions, donc sur les métiers journalistiques. Et en gros, ce qui apparaissait, c'est que
on n'est pas sur une catégorie d'activité qui risque d'être supprimée par l'intelligence artificielle, mais, et là je rejoins ce que vous disiez sur le taureau par les cornes ou prendre à bras le corps, dès lors qu'effectivement les journalistes s'emparent de ces outils comme des outils pour amplifier leurs capacités. Et donc là, dans le cas de des informations ou la vérification, effectivement, pour être performant en termes de vérification de l'information. Il y a certains métiers qui risquent de... Alors, tous les métiers vont fortement évoluer. Certains métiers risquent d'être peut-être remis en cause, notamment tout ce qui est plus sur la partie documentaire, archivage, données. Mais le cœur du métier de journaliste, et notamment la vérification, justement, c'est peut-être la plus-value du journaliste par rapport à l'intelligence artificielle qui est effectivement performante dans bien des domaines, c'est qu'au bout du compte, vérifier, y compris qu'il n'y a pas eu d'hallucination de l'intelligence artificielle, pour publier quelque chose, surtout quand c'est très sensible, il faut que ce soit un humain bien formé. Donc nous, c'est comme ça qu'on voit l'évolution sur le métier de journaliste. Je me permets de revenir sur les questions essentielles qui ont été soulevées finalement qui renvoient à la souveraineté de la France et de l'Europe. Je pense que c'est vraiment l'enjeu essentiel. Et alors, pour avoir été en poste à l'étranger, avoir travaillé dans le système des Nations Unies, je pense qu'il ne faut pas qu'on sous-estime l'évolution du rôle des puissances et quand même la place qui se réduit pour la France et l'Europe. Et si on n'est pas en mesure de justement rester dans la course sur ces nouvelles technologies et faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait sur la vague précédente d'évolution sur le numérique, il y a un vrai risque de déclassement. Donc ça implique une politique industrielle active que peut-être jusqu'à présent on n'a pas été capable de mettre en place au niveau européen. Donc je renvoie au rapport Draghi, etc. Et après, ça implique aussi, ce que vous évoquiez, Eric, de trouver le bon équilibre entre la réglementation et l'incitation au développement d'activités. Donc moi, je partage ce sentiment que peut-être qu'en France et en Europe, on a eu tendance à aller à trop réagir à coup de normes et peut-être à pas assez investir pour développer l'activité. Donc le constat général, je suis prêt à le partager, avec quand même une nuance forte, alors peut-être parce que je viens de la fonction publique, mais aussi du fait que je travaille dans le secteur de l'information, qui de tout temps a été un secteur particulièrement régulé parce qu'il y a un enjeu démocratique derrière. Il est impératif, et donc il y a des débats actuellement en France, en Europe, dans le monde, que l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de l'information soit régulé. On ne peut pas avoir des outils qui utilisent l'information qui est produite par des journalistes professionnels pour eux délivrer de l'information gratuitement, massivement et sans qu'il y ait une rémunération pour les producteurs de l'information. On ne peut pas avoir des plateformes qui vont diffuser sans qu'il y ait de distinction des contenus qui sont produits par l'intelligence artificielle et des contenus qui ont été produits par des journalistes. Et donc tout ça, ça implique effectivement un niveau de régulation et de normes. Et c'est un des débats essentiels. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre la mise en place de ce cadre de régulation, sans entraver, bien entendu, le développement d'acteurs français et européens fondamentaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, du cloud et de toutes ces technologies. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en bas ou en haut, il y a un micro qui peut vous être amené si vous avez des questions en haut. Allez-y, madame. Bonjour, merci à tous les trois pour vos interventions. J'ai une première question pour M. Zapolski. Je voudrais vous tirer un grand coup de chapeau pour votre démarche que je trouve ambitieuse, courageuse, dangereuse par les temps qui courent. Et j'ai deux questions à vous poser. La première, comment vous sourcez votre information pour entraîner Lucie? Parce qu'on sait que toutes les IA se sourcent sur Internet, sur Internet pullulent les fake news, les biais culturels. Donc comment vous faites de votre côté? Et puis deuxième point, comment vous échangez avec les grandes entreprises? Moi, je suis consultant pour des grandes entreprises et je sais qu'elles sont toutes perfusées au numérique américain.
et que, évidemment, la souveraineté numérique est de plus en plus difficile à imaginer en France, puisque même le ministère des Armées a intégré Microsoft dans ses logiciels. Quel est votre avenir et comment vous raisonnez-vous par rapport à ça avec cette fantastique démarche qui est la vôtre, quand même? Bon, je n'ai pas l'habitude de rougir, mais vous allez finir par y arriver. Bon, mais écoutez, merci déjà pour vos mots et l'appréciation de notre travail. Bon, par ailleurs, vous êtes toutes et tous invités à aller, puisque le fait est qu'on travaille complètement publiquement, on est totalement transparent dans notre démarche. Donc on documente tout, tout le monde peut savoir à un instant T où est-ce qu'on en est de nos travaux. Le point, si vous voulez faire une recherche et regarder à partir de là et essayer de comprendre à partir de là, le mot-clé c'est Open LLM France. LLM c'est Large Language Model, c'est la technologie qui est derrière ces IA. Et donc Open LLM France, ça va vous diriger vers le site du consortium et ensuite de l'ensemble de nos travaux. Alors votre première question, elle porte sur les datasets. C'est une très bonne question. En fait, ces fameux LLM, si vous voulez, donc je le disais tout à l'heure, c'est des maths et du langage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée des recettes algorithmiques qui permettent à un modèle dit fondation d'aller lire des milliards et des milliards de données pour que, ensuite, une fois que vous lui avez fait lire ces milliards... Donc nous, par exemple, notre dataset, le premier dataset d'entraînement de Lucie, c'est 3000 milliards de tokens. 3000 milliards. Le token, c'est l'équivalent d'une syllabe. Donc si on mettait ça en bouquin, ça doit être grosso modo autant de bouquins que pour... vous empilez autant de bouquins entre la Terre et la Lune. Ça doit être à peu près ça en termes... Pour vous donner une idée du volume de données qu'on donne à lire à une IA. Et en fait, on a utilisé le supercalculateur du CNRS qui s'appelle Jean-Zé. D'ailleurs, merci à eux et merci à la France de mettre à disposition ces infrastructures pour que des innovateurs comme l'Inagora puissent en fait faire ce travail au service de l'intérêt général. Et donc, on a utilisé 600 000 heures de calcul, 600 000 heures de ce supercalculateur pour que notre petite Lucie, elle lise plusieurs fois en fait ces 3000 milliards en fait de tokens. Et donc, votre question, elle porte sur la provenance en fait de ces données. Et c'est une très bonne question parce que, oui, je n'ai pas terminé sur l'explication. Donc, on fait lire le modèle fondation plusieurs fois, en fait, ces données. Et après, une IA, c'est simplement un modèle par imitation. Donc, si vous lui posez, par exemple, qu'est-ce que c'est que la planète Terre, il va vous faire une réponse probabilistique. La planète Terre est, et ce qui vient le plus probablement après, est une planète du système solaire. Alors ça donne l'impression qu'il y a une forme d'intelligence derrière ces outils d'IA, mais en réalité ce n'est que des outils probabilistiques et qui fonctionnent par imitation. D'où ces fameuses hallucinations, parce qu'à un moment donné, une IA, il n'y a pas d'intelligence réellement derrière une IA, et donc il va enchaîner les mots comme il pense qu'il doit enchaîner. Donc, si vous, et sans penser à mal. C'est pour ça que si vous travaillez pas... si vous ne traitez pas les risques d'hallucination ou de biais de votre IA, ben vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui est de meilleur, les œufs de poule ou les œufs de vache? Et donc, l'IA, elle ne va pas comprendre que vous êtes en train de la piéger, parce que si vous voulez, il n'y a que les humains, hein, on est nous, les gens tordus sur cette planète, ce n'est pas les libellules, les chiens et les chats, c'est les humains, on le sait tous. Hein. Et donc, et l'IA, c'est pareil, c'est des formules mathématiques. Donc, la formule mathématique, elle n'est pas en train de comprendre qu'elle est en train de tomber dans un piège. Bon, et donc, elle va vous répondre. Et elle comprend que quand vous parlez des œufs de vache, vous parlez des enfants de la vache. Et donc, elle ne fait pas cette distinction-là. Et elle réutilise, en fait, vos mots. Bon, ça, c'était pour expliquer ce qui s'était passé, ce qui se passe avec toutes les IA quand ça manque d'entraînement. Et donc, la question des datasets, elle est centrale parce que ces datasets, c'est à partir de ça que l'IA, elle va faire en fait une réponse donnée ou une autre en fait réponse donnée. Et donc, nous, le gros travail qu'on fait, c'est justement sur à la fois la collecte de ces datas et sur le fait qu'on essaie d'enlever un maximum de choses qu'on estime pas éthiques ou pas nécessaires dans le fonctionnement de Lucie. Et donc ça, c'est un énorme travail. On utilise nous-mêmes des outils d'IA pour cleaner
pour nettoyer nos datasets. Et puis on enlève tout un tas de choses. On enlève les données personnelles, on enlève en fait tout ce qui est contenu pornographiques, pédopornographiques qui peuvent traîner en fait dans un certain nombre de datasets. Mais surtout, on est très rigoureux dans la sélection en fait de nos datasets. Et donc, ce qui est terrible, c'est que c'est souvent ce que j'explique, c'est que des datasets, il y en a beaucoup aujourd'hui en réalité qui existent, mais qui sont très mal utilisés. Toutes les agences publiques, les administrations, les collectivités, elles produisent en fait de la data. Elles payent d'ailleurs souvent très cher, non seulement pour la produire, mais surtout pour la conserver. Et en vrai, elles en font quasiment rien. Et donc, si vous voulez, on est dans un système un peu idiot où le contribuable paye pour qu'on produise de la data publique, pour qu'on conserve cette data publique, mais sans qu'on puisse lui donner une seconde vie et créer une utilisation de cette data. Alors, c'est notamment vrai de tous les médias publics. Je profite qu'il y ait le directeur général en fait, de France Média Monde pour passer ce message-là. Nous, un de nos grands combats, c'est d'essayer de convaincre les chaînes publiques d'information, France Télévisions, France Média Monde, l'INA, etc., qui ont énormément de contenu en termes de data, de permettre à des acteurs français souverains de pouvoir utiliser cette data-là pour l'entraînement de nos modèles, et notamment d'un point de vue multimodalité, c'est-à-dire pas seulement les mots, mais aussi les images. Et ça, c'est essentiel, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, il se trouve que le gouvernement a mis en place quelque chose à Villars-Cotterêts, un consortium. Enfin, bon, on est aussi là-dedans, on essaie. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas fermés. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il faut qu'on se voit en bon voisin d'ici les Moulineaux. Oui, ben, volontiers, monsieur Husson. Ouais, je suis long, c'est ça. Tu vas me rappeler en fait à mes obligations. Le deuxième, c'est comment on discute avec les grands et les. Bon, alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 85% du logiciel acheté en Europe, c'est du logiciel américain. 85%. La première étude a été publiée il y a 15 jours. Pendant des années, on ne savait pas trop, on n'arrivait pas à mettre des chiffres derrière tout ça. C'est 360 milliards d'euros qui, chaque année, partent de la poche des Européens pour payer des entreprises américaines. Bon, ben, quand on utilise Copilot, alors bon, peut-être que vous ne le payez pas et c'est donné gratuitement parce que vous avez des bonnes relations avec Microsoft. Mais vous payez, ben, quand vous payez Microsoft, vous faites partie d'un pouillem et vous alimentez cette machine à cash absolument incroyable. Et donc, quand vous prenez l'effet direct ou indirect en fait de ce 360 milliards, ça représente entre 3 et 6% du PIB européen qui part chaque année aux États-Unis. C'est colossal. Ça veut dire que collectivement, on est assez idiots pour rendre plus forts les États-Unis et s'appauvrir nous, Européens. C'est incroyable. Je pense que dans quelques décennies, on va regarder ça et on va se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait collectivement? Et qu'est-ce qu'ils ont fait collectivement? Et là, pour le coup, notamment les politiques. C'est incroyable qu'on soit passé à travers un quart de siècle comme ça du développement du numérique européen. Il y a une fébrile prise de conscience, il faut quand même bien se le dire, parce que, mais elle est très liée à l'élection de Trump. Et donc, elle est aujourd'hui, elle existe. Peut-être que demain, si à nouveau on retrouve un système américain plus calme, plus respectueux de l'Europe, on va passer en fait à nouveau des deals avec eux. On est dans une situation ubuesque. Et donc, bon, néanmoins, les grandes boîtes françaises ont l'air de comprendre ce sujet-là. Alors, je vais en aller directement en fait à la conclusion de ce que je veux vous dire. En fait, on peut changer ça. Et ma conviction profonde, et c'est le combat que je mène maintenant depuis un certain temps, c'est qu'il faut que le fait d'acheter du numérique souverain, du numérique français et européen, cette part d'achat de numérique souverain, ça fasse partie de la politique RSE des grandes organisations. Il faut qu'on force, c'est aussi bien d'acheter du numérique souverain que de faire des choses respectueuses de la planète, que de favoriser l'égalité homme-femme, que de respecter la diversité au sein de son organisation. Donc il faut que ça rentre dans les ODD et que ça sorte. Et donc c'est ma grande proposition depuis des années auprès des Nations Unies. J'y retournerai là, au mois de juin, je vais encore reporter ce message-là, mais là aussi ça bouge, et donc il y a une thématique dédiée sur la place de l'open source et de l'achat responsable et de l'achat souverain dans les ODD, mais là-dessus le truc c'est que ça touche des masses d'argent tellement colossales que j'ai face à moi des géants comme les GAFAM, qui eux vont venir vous expliquer qu'en réalité ils font aussi bien pour notre pays, etc. Ce qui n'est pas vrai, il faut se dire les choses. Ce n'est pas la même chose d'acheter chez un GAFAM ou d'acheter chez un Linagora. Et donc, achetez chez Linagora comme vous achetez du bio.
Reste convaincant. Madame, une question. Alors, si on peut avoir des réponses un peu plus courtes. Ouais, bon, pardon. Oui, bonjour et merci pour vos présentations qui mettent bien en lumière en fait l'évolution et la transformation de notre et de nos sociétés. J'aurais une question pour chacun, si vous permettez, avec une réponse rapide peut-être. Pour l'Ingora, pardon, est-ce que vous participez, vu que vous avez cité le CNRS entre autres, à des projets de recherche et d'innovation publique-privée européens également, et éventuellement lesquels, ou est-ce que vous envisagez de le faire? Et puis peut-être pour WeThings, à partir du moment où les données sont impliquées des utilisateurs sur vos plateformes ou applications réelles ou potentielles, que faites-vous en fait, ou comment traitez-vous de la protection des données personnelles? Bon, peut-être au-delà du RGDP dont on parle beaucoup. Et côté France Média Monde, vous portez bien votre nom. C'est pas France TV, c'est pas France Radio, c'est France Média. Donc vous êtes bien dans l'ensemble des médias. Vous avez dressé un portrait assez pessimiste sur l'avenir, notamment lié aux démocraties, mais tout de même très optimiste par rapport à l'utilisation de l'IA pour préparer en quelque sorte le travail des journalistes. Est-ce que vous faites, ou est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous envisageriez de faire quelque chose pour participer au maintien de nos démocraties occidentales en perte de vitesse, genre par exemple élaborer des think tanks ou des action tanks, ou participer à des observatoires ou autre chose? Bon, voilà. Ça fait 3 questions du coup. Chacun est content. Voilà. Bon, si tu veux une réponse rapide, la réponse est oui. On en a fait dans le passé, on en fait actuellement et on en fera dans le futur. Donc si vous voulez discuter de ces sujets-là, on connaît bien ces sujets. Merci. Alors sur les données de santé, donc effectivement au-delà du RGPD, il y a en Europe des règles qui sont assez strictes sur l'utilisation de ces données, et donc notamment le fait qu'on sépare dans nos bases de données tout ce qui anonymise une donnée et la donnée elle-même. Et donc, quand on fait de la recherche, quand on construit des algorithmes, en fait, on construit ces algorithmes sur des numéros auxquels sont associés des données, ce qui est d'ailleurs une certaine difficulté. Et je voudrais juste insister sur un petit point là. En fait, aujourd'hui, avec les lois européennes, nous, Français, donc membres de l'Europe, quand on utilise des données de santé, même si on travaille avec des données américaines, des données de patients américains aux États-Unis, on est soumis à la loi européenne. Ce qui n'est pas le cas des Américains. C'est-à-dire que, en fait, si on a la capacité de croiser nos bases de données avec d'autres et d'entraîner les algorithmes, en fait, on se tire une balle dans le pied. Et je pense qu'il faut quand même qu'on soit un petit peu conscient de ça. C'est-à-dire qu'un Américain... en fait, moi, aujourd'hui, si je voulais avoir plus de liberté pour entraîner les données, mais avec les mêmes utilisateurs que j'ai aujourd'hui, je devrais me mettre boîte américaine aux États-Unis. J'ai une filiale aux États-Unis, à Boston, mais je devrais considérer que l'entreprise est américaine. Sinon, j'ai l'entité française qui vient nous surveiller, la CNIL, qui vient nous taper dessus. Bon, là, je pense qu'on est un petit peu couillon, quoi. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Donc, ça fait 20 ans que je fais, enfin pas 20 ans, 15 ans que je fais des conférences sur ce domaine de la santé. En général, cette question sur les données de santé, elle faisait énormément peur il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle fait nettement moins peur parce que quand vous vous adressez à un patient, vous lui demandez « Est-ce que tu m'autorises à utiliser tes données de santé ?» Il répond instantanément oui, parce que son vœu, c'est qu'on puisse l'aider à avancer positivement dans sa maladie. Donc il y a une évolution des consciences là-dessus. Et pour finir de répondre à votre question, parce que ça devait être court, en fait, les données de santé, elles appartiennent toujours à l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous avez des données sur nos serveurs, que vous décidez de les enlever, vous pouvez les télécharger pour les garder pour vous et les mettre ailleurs, et on les efface effectivement sur nos serveurs, elles ne seront plus utilisées pour entraîner nos algorithmes. Merci. Alors, très brièvement, donc, contribuer au maintien des conditions du débat démocratique,
oui, et on le fait en produisant une information professionnelle, vérifiée, déontologique. Et d'ailleurs, l'audiovisuel public national, France Télévisions, Radio France le font très bien aussi. Donc ça, c'est notre rôle. Et donc il faut continuer. Après, par contre, participer à des think tanks ou etc., c'est pas le métier de médias, de journalistes. Donc là, non. Okay. Mais vous avez Julien Pin, si vous avez évoqué France Info pour le fact-checking, donc je pense que vous pensez probablement à Julien Pin aussi, je ne sais pas. Et j'imagine que c'est extrêmement coûteux face aux désinformations qui viennent d'ailleurs, donc c'est pas du tout évident, je dirais, à tout fact-checker, si on peut le dire ainsi. Oui, et surtout qu'en plus, nous on est mondial. Et on est face à... Alors, bien entendu, on ne verra pas tout. En revanche, on peut arriver à détecter ce qui commence à créer des débats sur les réseaux, etc. Donc, ce qui ressort dans les langues dans lesquelles on est compétent, puisqu'on a des journalistes, donc aussi bien les langues comme l'anglais, l'espagnol ou l'arabe plus courantes, mais on est aussi compétent en Haoussa, en Swahili, en Peul, en Bambara. Et donc, il nous arrive effectivement de détecter des fausses informations dans ces langues. Mais effectivement, c'est une course. Et si on arrive déjà à repérer et à pouvoir contrecarrer, pour ne pas dire débunker, les informations qui commencent à avoir un impact, au moins dans les endroits où on est assez fortement présent, c'est déjà pas mal. Et effectivement, ça nécessite des moyens et beaucoup de travail. Merci. On va prendre une question en haut, parce qu'effectivement... Bonjour à tous. Alors, ma question, elle s'adresse à un petit peu vous tous, sur comment on arrive à augmenter le smart power de la France dans le domaine du numérique. Je m'explique. Je ne vais pas redire ce qui a été dit au début, notamment sur les combats que mène Alexandre, mais je crois qu'en matière de hard power, donc en matière d'influence, tout ce qui est fait sur l'allocation des fonds pour la recherche, sur la formation, permet donc de renforcer ce hard power avec des programmes comme Choose France. Le soft power, justement, donc cette influence, elle est augmentée, mais la réalité, et vous l'avez tous évoqué, c'est que tant qu'on subit un cadre normatif régulatoire qui vient de l'extérieur, les actions, que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel, de la santé, purement numérique, sont limitées. Donc le smart power, c'est de pouvoir être dans les organisations internationales, des Nations Unies qui décident finalement de la façon dont on va utiliser l'IA. Au niveau européen, par exemple, le Global Artificial Intelligence Alliance. Donc il y a tellement d'organisations qui encadrent finalement ce que va être l'IA. Et quand on sait l'impact que ça va avoir sur nos sociétés, s'il n'y a pas ce travail politique, ce smart power dans toutes ces organisations-là, on va finalement subir des modèles qui ont été influencés largement par les GAFAM ou d'autres lobbies. Merci. Qui veut répondre ? Alors, merci madame d'avoir posé cette question, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Donc il y a à faire attention à ce cadre normatif en phase d'évolution. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on dit qu'il faut s'arrêter à un feu rouge, ok, c'est clair, il faut s'arrêter à un feu rouge, ça ne se discute pas. Quand on est dans une technologie qui est en train d'évoluer, vouloir commencer par mettre le cadre normatif, en fait, on se tire vraiment une balle dans le pied. Et ça, il faut faire un peu attention. Et il y a un deuxième point, et là, je vais un peu débattre avec Alexandre. En fait, quand on est dans des évolutions technologiques, il y a des phases de ces évolutions technologiques qu'on a ratées, qui sont dans les mains des Américains. Moi, je pense qu'effectivement, on doit travailler à développer notre indépendance, mais on doit surtout travailler à préparer le coup d'après. Et les technologies, ce qu'elles ont de fort, c'est qu'il y a une évolution qui est absolument incroyable. Vous voyez bien ce qui s'est passé dans le domaine de l'IA. Il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça va complètement changer toutes nos vies. Et bon, je parle pas, évidemment particulièrement du domaine de la santé. Et donc, ce qui est important, c'est pas de se battre uniquement à rattraper le retard, c'est surtout de se battre à
être fort sur le coup d'après. Sinon, on est toujours une guerre de retard. Donc moi, je suis à l'Académie des technologies, par exemple, et j'ai eu des débats assez forts, assez violents avec un certain nombre de mes collègues, parce que, par exemple, pendant le Covid, il ne fallait pas qu'on utilise des serveurs qui étaient je ne sais pas où, etc. etc. Et en fait, je trouve ça complètement idiot, parce que ce qui est important, c'est qu'on prépare le coup d'après, et puis après, on rattrapera des coups de retard. Mais si on passe son temps à rattraper le retard, on n'est jamais sur les coups de devant. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ça, parce que c'est très français. Alors, bon, Éric, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un débat, mais tous les deux. Moi, je pense que ce que tu dis là, c'est exactement ce qui nous a conduit à l'échec dans lequel on est aujourd'hui. Ça fait 25 ans que j'entends, génération après génération d'entrepreneurs, celui qui a un intérêt sur la nouvelle génération de technologiques, nous expliquer que bien évidemment, il ne faut pas se battre sur les sujets d'avant et qu'il faut anticiper le coup de demain. Mais le coup de demain, à un moment donné, et très rapidement, ça devient le coup d'avant aussi. Et donc, on ne cesse d'abandonner des combats et on mène en réalité aucun combat. C'est ça, en fait, notre difficulté. Or, il est faux de penser que dans un domaine où il n'y a pas d'innovation, en réalité de rupture, mais que de l'innovation incrémentale, il est faux de penser qu'il y aurait des combats qui pourraient être perdus pour toujours. Je vais donner 2 exemples. La Chine, qui n'avait pas d'autre choix, puisque les États-Unis ont décidé de priver la Chine d'un certain nombre justement de technologies d'aujourd'hui, et notamment, alors aujourd'hui dans le domaine de l'IA, mais il y a quelque temps dans le domaine des OS, a pris le taureau par les cornes, j'ai retenu ma leçon, et la Chine est aujourd'hui totalement indépendante, que ça soit du côté hardware ou du côté logiciel. Je pense même que la Chine est plus innovante que les Américains sur ces sujets-là, y compris sur les ordinateurs, hein. Si vous regardez le dernier portable qui a été montré de Huawei, il est juste bluffant. Et donc, en réalité, la Chine a montré qu'en l'espace de 15 ans, on pouvait refaire son retard. Alors on va me dire, oui, mais c'est la Chine, ils ont accès aux matières rares, ils ont 1,4 milliard d'habitants. Ok, très bien. Prenons un exemple plus récent. Il y a effectivement cette guerre atroce en Ukraine menée par la Russie. La Russie n'a plus eu accès du jour au lendemain aux logiciels américains à cause des sanctions. En l'espace de 3 ans, la Russie a été en mesure de développer sa souveraineté numérique et de bannir, mais parce qu'à la fois, ils en ont été privés par les entreprises américaines à cause des sanctions, mais le gouvernement russe est allé plus loin, a dit, bon, on ne va plus utiliser de logiciels étrangers. Donc si vous voulez utiliser du logiciel, il faut que ça soit dans la liste, dans un registre des logiciels russes. En 3 ans, ils ont développé leur industrie du logiciel russe et ils ont montré qu'on pouvait passer d'un taux de dépendance, comme nous, de 85% de logiciels étrangers à près de 100% de logiciels nationaux. On a des exemples. Bien sûr que c'est faisable. Je pourrais en citer d'autres. L'Inde, le Brésil. Au nom de quoi, en Europe, par manque d'audace, par manque d'ambition, alors qu'on est le plus grand marché mondial, avec 450 millions de consommateurs à très fort PIB, c'est la première zone économique au monde, l'Europe. Au nom de quoi on accepterait de ne pas livrer tel ou tel combat et on penserait que le hardware, les puces, moi, au début des années 2000, on avait ce débat-là. Est-ce qu'il fallait investir dans les chipsets? On nous a expliqué, moi je me rappelle très bien les discussions qu'on avait, que c'était tout à fait inutile. Mais personne n'avait anticipé qu'un jour il y aurait l'IA et qu'on aurait besoin en fait, de puces ultra puissantes, ce que fait en fait Nvidia. Et ils ont créé en fait une boîte qui vaut plus de 1000 milliards en fait, de dollars de valeur. Alors que pendant des années, ils plafonnaient, ils faisaient que des puces en fait, pour les jeux vidéo, et c'était les ringards, en fait, Nvidia. Et donc, ils ont complètement explosé grâce en fait, à l'IA. Non, moi, je ne suis pas, effectivement, Éric, pardon, je ne suis pas du tout d'accord, effectivement, avec cette position. Et moi, je pense qu'il faut m'inviter à l'Académie des sciences et technologies pour qu'on poursuive, en fait, cette discussion-là. Mais il faut avoir cette discussion-là absolument de façon dépassionnée, parce que ce n'est pas un sujet de pour ou contre. Il faut qu'on en revienne, en fait, à des éléments objectifs, factuels,
Et je crois que, très sérieusement, on ne peut pas passer son temps à se dire « mais oui, mais quand même, la France, l'Europe, on a les talents, on a la formation, on a quand même des moyens, c'est le premier marché en fait au monde », et de penser que je ne sais pas pourquoi, il y aurait une fatwa pour le numérique européen. Il est dit que pour toujours, on n'y arriverait pas et qu'on pourrait juste se contenter de... comment ça s'appelle, de l'humus ou d'une petite partie, parce qu'au niveau européen, la part française, c'est entre 3 et 5%. Donc on est vraiment ridicule. Alors, on va pas finir ce débat ici, mais sur le fond, je suis d'accord. Sur la forme, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tous ces pays qui ont réussi à rattraper ce retard, c'est parce qu'ils ont aussi travaillé sur les étapes d'après et que ces étapes d'après leur ont permis d'être forts et de rattraper les étapes d'avant. Et le risque que l'on a, nous, aujourd'hui, c'est, puisqu'on est beaucoup dans le financement public et moins dans la compétition, même en Chine. Moi, j'étais il y a 6 mois en Chine, j'ai passé 3 semaines, et on fabrique tous nos produits là-bas. Les Chinois, c'est le pays le plus capitaliste de la Terre. Hein, donc il faut bien qu'on se dise ça une fois pour toutes. Et donc, il y a une espèce de compétition qui fait que ce n'est pas le financement public uniquement qui fait les choses, et donc qui permet, en fait, qu'il y ait ces avancées, et que, bien sûr, derrière, on va rattraper le retard. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on soit attentif à la façon dont ça se passe ailleurs sur cette création de valeur avec les évolutions. Il y a un cocktail au Salon Élysée qui permettra de boire le verre de l'amitié entre vous. Ça permettra de continuer cette discussion. Monsieur le maire, je pense qu'on peut clore ce débat. Et si vous avez d'autres questions, pardon, hein, vous n'avez pas pu prendre toutes les questions, mais encore une fois, il y a un cocktail là-haut qui permettra d'échanger. Ce débat valait un bon cocktail. C'est quand même intéressant de voir des gens compétents et modestes et courageux, parce qu'ils ont tous démarré leurs affaires à la force du poignet. Alors nous, on est contents d'être une petite ville, un petit îlot noyé, mais qui se démerde, qui aide des entreprises surtout, et qui est très admiratif et amical de ces vraies entreprises, parce qu'il y a quand même des gens qui ont du cerveau et, mesdames, excusez-moi, des couilles. Cocktail servi. Merci à vous tous.